Alors, avec moi en plateau viennent de s'installer Sofiane Orage, qui est doctorant au sein du Centre de robotique Mines Paris et qui réalise une thèse en co-tutelle avec les archéologues de l'ENS-PSL, dont nous avons également un représentant, François Goulette, professeur-chercheur à Mines Paris Université PSL. Merci à tous les deux. Vous allez nous parler de ces travaux qui sont en progression en ce moment, puisque je crois que votre thèse n'est pas tout à fait terminée, Sofiane, mais le sujet, alors le titre de la thèse, je vais vous le donner, reconnaissance de motifs sur des nuages de points 3D et application à l'art celtique. Si je fais simple, l'objectif c'est de concevoir un outil qui sera capable d'automatiser la reconnaissance de motifs sur des objets qui surgissent du passé finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est que les archéologues, pendant des fouilles, ils vont trouver différents objets. Ça peut être des armures, des casques, des fourreaux, aussi des pièces de monnaie, par exemple. Et ces motifs, ces objets, il y a des motifs qui ont été inscrits dedans. Oui. Et donc là, ce qu'on voit, faites-nous la légende, c'est un casque gaulois ? C'est ça, c'est un casque gaulois. Ça s'appelle c'est le casque d'Agri. Et c'est un casque qui est là entreposé au musée d'Angoulême. Et on peut voir que dans ce casque, il y a plein de motifs différents. Et ce qui va intéresser les archéologues, c'est quels ont été, par exemple, les outils qui ont été utilisés pour faire les motifs de ce casque. Donc pour mieux comprendre les techniques de fabrication, par exemple. D'accord. Et pour y arriver, donc, vous avez besoin d'outils automatisés, de logiciels intelligents qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ça, c'est des techniques qui sont apparues très récemment, qui sont très très utiles. Et en fait, c'est une brique dans la reconnaissance de motifs, ce qui en fait permet de passer à l'échelle. C'est-à-dire que avant, les archéologues faisaient ça manuellement, mais quand il s'agit d'analyser des milliers d'objets, c'est long, c'est fastidieux et ça demande une très très grande expertise. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est des outils pour automatiser tout ça. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la machine, on va lui donner des exemples. Pour lui dire ces motifs-là sont similaires, ces motifs-là ne sont pas similaires. Et ensuite, après, elle va apprendre justement à reconnaître, distinguer les motifs qui sont similaires. Et donc, elle est capable de traiter beaucoup plus d'informations que nous, seuls êtres humains, en fait. Mais c'est quand même pas commun d'avoir ce rapprochement, enfin, il me semble, entre l'archéologie et puis un centre de robotique, non ? C'est un peu une première, j'imagine, François Goulette ? Alors, c'est pas forcément une première, mais vous avez raison, c'était pas très courant. Et nous avons initié une collaboration interne au sein de l'Université Paris Sciences et Lettres, PSL, qui est un regroupement de différents établissements, entre Mines Paris et l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, l'équipe d'archéologues à Auroch. Et c'est effectivement un thème intéressant. Donc, à l'École des Mines, nous sommes spécialisés, c'est une équipe qui est spécialisée sur l'imagerie 3D et les procédés qui sont utilisés dans cette thèse. Et nous avons affaire à des archéologues qui nous ont expliqué un problème qu'ils avaient et sur lequel on s'est dit qu'on pouvait peut-être travailler ensemble pour leur fournir de nouveaux outils. Est-ce qu'il n'existe pas, excusez mes questions de béotienne, mais alors là vraiment, archéologie et IA, pour moi c'est un sujet tout nouveau. Est-ce qu'il n'existe pas déjà des briques technologiques d'intelligence artificielle, de machine learning qui auraient pu être adaptées justement à cette recherche d'automatisation de reconnaissance de motifs ? Il y a déjà des choses qui ont été faites dans le passé, mais à cette échelle-là, il y a vraiment pas grand-chose. C'est vraiment c'est très 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 rare, c'est très difficile à... Parce qu'en entreprise, quand on se retrouve face à une problématique de ce type, en général, on va aller voir ce que proposent les grandes plateformes numériques, comme algorithmes déjà un peu préparés, et puis on l'adapte, et finalement, c'est
pas forcément si compliqué. Quelle est la particularité, en fait, ce que j'essaye de comprendre, quelle est la particularité, vous écrivez une thèse là-dessus, la particularité de l'intervention de l'IA dans l'archéologie? Quelles sont les difficultés qu'il a fallu passer? Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Alors en fait, on ne peut pas prendre directement la solution proposée par les grandes boîtes. Déjà parce que... Alors pourquoi parce que eux, quand ils traitent de l'IA, par exemple, ça va être, par exemple, pour de la reconnaissance d'images, par exemple, si on veut faire de la reconnaissance de visage, Oui. les données sont pas les mêmes du tout. Déjà, c'est très facile à labelliser. Nous-mêmes, on arrive à savoir, à reconnaître les visages, à faire la différence entre des chiens, des chats, des avions et tout ça. Et alors que là, pour les archéologues, pour les problématiques archéologiques, déjà, pour labelliser, il faut que ce soit un expert qui le fasse. Oui. Et en plus de ça, donc, non seulement donc, il faut l'expertise de l'expert, c'est-à-dire n'importe qui, un œil novice ne pourra pas faire la différence entre... Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a fallu mobiliser nombre d'archéologues pour créer déjà la base de données de départ pour apprendre à la machine à reconnaître ces objets? Déjà... Vous avez fait ça tout seul, Sofiane? Non, en fait, il y a eu la collaboration avec une archéologue qui m'encadre, qui travaille depuis très longtemps sur ce sujet. Et en plus de ça, oui, il y a eu d'autres personnes. Parce que toute cette phase de collecte, finalement, c'est peut-être la phase la plus fastidieuse. François Goulette, ça veut dire qu'on peut adapter finalement ces algorithmes à un type d'objet du passé, peut-être, mais pas plusieurs, parce que ça demande d'abord une intervention humaine, finalement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le problème qui est posé actuellement, par rapport à votre question, est-ce qu'il n'existe pas des dispositifs déjà existants, on s'intéresse aussi à l'imagerie 3D, ce qui est un petit peu particulier, qui n'est pas si courant par rapport au système d'intelligence artificielle, où on va avoir des images plus classiques, des images comme obtenues par des caméras ou des appareils photo. Oui. Ici, on utilise un scanner laser. Je ne sais pas s'il y avait une illustration, je ne sais pas si on peut la présenter. Voilà. Oui, Celui-ci, oui. Qui permet de numériser des pièces, d'avoir la géométrie 3D de ces pièces. Et déjà, l'utilisation du scanner laser pour l'archéologie est quelque chose d'assez nouveau. Donc, il existe peu de bases de données. Et l'une des parties du travail qui a été fait en collaboration a été aussi de fournir ces bases de données, et ces bases de données annotées, comme vous le disiez, par des experts qui sont les archéologues avec lesquels on travaille. Est-ce que ça permet de revisiter l'histoire, de la regarder différemment, de comprendre un peu différemment les objets comme ça qui sortent du passé? Oui, bien sûr, ça permet parce que, on va dire, les archéologues, par exemple, si on prend l'exemple des pièces de monnaie, si on prend l'exemple d'un trésor de 1000 pièces, les archéologues, eux, vont réussir à regarder précisément 100, 200 pièces, mais 1000 pièces, ça prendrait des années et des années. Et donc là, avec la machine qui va pouvoir regarder les 1000 pièces, elle va pouvoir trouver des choses qui sont assez inattendues sur sur l'outil qui a été utilisé pour inscrire le motif sur toutes ces pièces. François Goulette, oui, il y a des révélations qui sortent de la machine. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, ce qui est important de comprendre dans ce cas particulier des pièces de monnaie, Oui. c'est que la connaissance des coins monétaires permet de comprendre l'histoire économique de l'époque celtique, au-delà d'écrits qui sont assez peu, qui n'existent pas vraiment là-dessus. Donc ça apporte aux archéologues réellement une connaissance que nous n'avons pas actuellement. Et le fait d'automatiser cette connaissance, par exemple un trésor de 1000 pièces, on peut le traiter en quelques heures, rend accessible cette information qui avant était juste inconnue. Et comment ça peut apporter des connaissances à des chercheurs qui travaillent dessus pendant des années? Justement, c'est le hasard, parce que ça automatise des procédés qui sont très longs, qui sont suffisamment intéressants pour que des gens, les archéologues, y consacrent des années, effectivement. Mais comme on automatise ces informations... Et c'est la sérendipité, c'est le hasard de ce que trouve la machine, des connexions qu'elle fait, de la manière dont l'algorithme a été conçu. C'est la façon de reconnaître les coins, c'est ce qui est justement le but de la méthode. Oui, c'est ça. Donc au départ, quand même, il y a oui, au départ, quand même, il y a une démarche, c'est-à-dire vous savez ce que doit chercher la machine. Ah oui, exactement. En fait, par exemple, si on prend l'exemple des pièces de monnaie, ce qui est utilisé pour inscrire le motif
dans la pièce de monnaie, Oui. c'est ce qu'on appelle un coin. D'accord. Et après, l'étude des coins, ça intéresse énormément les archéologues. Ça a des applications pour justement mieux comprendre l'histoire économique des peuples qui utilisaient ces pièces-là, pour estimer le nombre de pièces qui a circulé. Et donc, justement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut reconnaître, par exemple, si on a 2 pièces, il faut savoir si ces 2 pièces ont été frappées avec le même coin. Et Oui. faire ça, c'est très difficile, comme je le disais, pour un œil novice, pour un œil qui n'est pas entraîné. Alors que pour un archéologue, ça va lui prendre, on va dire, quelques minutes pour juste pour deux pièces, juste pour savoir si elles ont été frappées par le même outil. Et donc là, justement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, entre autres, ça va permettre donc d'automatiser tout ça. Et donc, automatiquement, on va pouvoir classer le trésor en différents coins. Donc la première étape de fonctionnement, moi j'avais noté qu'il y avait 3 grandes étapes. C'est d'abord on va scanner l'objet Oui, qui nous intéresse. c'est ça. Et ensuite Donc d'abord, ensuite, on va scanner donc, les différentes pièces avec le scanner 3D. Et ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est que la machine va tourner, elle va reconnaître les... Donc là, vous appliquez un algorithme dans lequel il y a des critères qui permettent de reconnaître à quelle époque a été frappée une monnaie. Donc là, justement, ce que l'algorithme va pouvoir dire, elle va pouvoir dire, dans ce trésor-là, ces pièces-là, elles ont le même coin, elles ont été frappées par le même outil. D'accord. Donc elle va pouvoir les classer, en fait, c'est classer tout ce trésor automatiquement, ce qui, comme je le disais, prendrait des années pour des archéologues. Là, en quelques heures... Et vous avez déjà des premiers résultats qui sont intéressants aujourd'hui de communiquer ? on a prévu d'écrire plusieurs articles à propos de ça. On a prévu même déjà de sortir la base de données publiquement de pièces de monnaie. D'accord. Classées... Et ça, ce sont des travaux qui intéressent au niveau mondial, j'imagine. Oui. Et aujourd'hui, c'est une première mondiale, ça, oui, cette intelligence artificielle appliquée à la lecture de ces objets. Pour les pièces de monnaie, je pense que c'est assez nouveau. Oui, c'est assez nouveau. C'est pour ça que justement, on va rendre public pour la communauté, à la fois, ça va intéresser à la fois la communauté scientifique, des gens qui travaillent sur l'imagerie 3D, et la communauté des archéologues. Donc nous allons rendre public d'ici quelques semaines une base de données à noter. Et il y a également une autre publication qui est prévue dans un congrès de spécialistes de l'étude monétaire qui aura lieu à Varsovie en 2022. Donc il est prévu de communiquer sur les résultats de nos travaux. Félicitations. Et alors sur quoi travaillez-vous en ce moment ? On a parlé des pièces de monnaie. Vous avez d'autres travaux en cours ? Après, c'est surtout après c'est l'outil que je développe. Je l'ai surtout appliqué sur les pièces de monnaie. D'accord. Parce que il y a beaucoup de pièces de monnaie. Il y a une grande base de données. Ça permet donc d'entraîner la machine. Et il y a beaucoup d'attentes, j'imagine, sur le sujet. Oui. C'est ça. Mais après, l'idée, ce serait aussi de généraliser, de voir est-ce que ça, justement, de voir sur d'autres motifs comme le casque qu'on a vu au début, sur d'autres types d'objets, comme il y a aussi un fourreau avec différents motifs. Je crois que j'ai pas... Et ça permettrait quoi ? Par exemple, sur les casques, ça permettrait de resituer l'époque précise. Qu'est-ce qu'on pourrait lire à travers ces analyses algorithmiques ? Ça pourrait... C'est toujours pareil. L'algorithme ne va pas ne va pas sortir à la fin une date. Mais ce qu'elle va pouvoir dire, c'est ce motif-là a été fait, par exemple, avec le même outil. Et donc, ça en dit long sur comment cet objet a été fabriqué. Et sur l'art celtique, en fait, ça éclaire de façon nouvelle des étapes inconnues actuellement de l'art celtique, puisqu'on reconnaît les ateliers où les casques ont pu être fabriqués. C'est ce type d'information que cela permet d'apporter.
C'est particulièrement adapté, j'imagine. Vous avez parlé des coins, des motifs sur les cases. C'est particulièrement adapté quand il y a énormément de critères en fait, qui permettent de définir une époque ou un savoir-faire. Ce n'est pas forcément adapté à tous les domaines de l'archéologie. Oui, non, oui, c'est surtout adapté pour reconnaître précisément en fait, un motif, pour même... Enfin, c'est remonté à l'outil Ouais. à l'outil qui a permis d'inscrire le motif. Alors oui, je pense que là, on peut peut-être élargir le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est un domaine dans l'archéologie de l'imagerie 3D. Oui. Il y a également d'autres domaines. Par exemple, l'imagerie 3D est intéressante pour l'étude d'autres types d'objets, comme des poteries, ou également des architectures, ou des architectures anciennes, ou bien en état, ou bien qui ont été démolies. Donc il y a d'autres aspects de l'imagerie, enfin de l'archéologie qui sont intéressés par l'imagerie, mais on va faire appel à ce moment-là à des capteurs différents, des procédés d'acquisition différents et des méthodes de traitement de l'information qui aussi sont différents. Mais ce qu'il faut dire par rapport à l'intelligence artificielle, que c'est un petit peu le sujet là du travail, c'est qu'on va pouvoir transférer des connaissances acquises sur différentes bases de données sur les autres domaines de l'archéologie. Est-ce que ça modifie le métier de l'archéologue? Comment c'est accueilli par la communauté scientifique, déjà là aujourd'hui? Pour l'instant, je pense que c'est très bien accueilli par les archéologues qui vont pouvoir justement, au lieu d'avoir à faire ce travail long, fastidieux manuellement, vont pouvoir déléguer en partie ça aux algorithmes. Et pour se consacrer à quoi d'autre? Ça modifie quand même la tâche, le quotidien de leur travail, non? Après, justement, il faut encore dater tout ce qui est... c'est un outil en plus dans leur boîte à outils qui va pour Mais ça veut dire qu'il y a comprendre le passé. des personnes qui travaillaient avant à cette identification, dont c'était la tâche principale, qui vont être amenées à faire d'autres choses, j'imagine. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses encore à faire et ça leur permet de se concentrer sur le cœur de leur métier, puisque c'est quand même, donc c'est les archéologues eux-mêmes, hein, c'est pas des tâches qui sont sous-traitées, c'est les archéologues eux-mêmes qui font ce travail, qui est un travail qu'il faut le reconnaître, est quand même très fastidieux. Donc ils sont tout à fait demandeurs d'outils pour aller plus vite et se consacrer aux choses plus intéressantes d'analyse de l'époque, d'interprétation des résultats. Mais alors combien ça coûte? Combien ça coûterait si on généralisait l'arrivée des algorithmes dans la lecture de ces objets? Là, par exemple, vous avez bénéficié d'un financement pour mettre en place cette expérimentation? Oui, c'est le financement j'ai été financé par l'université PSL pour 3 ans pour une thèse. Après, ce que je développe, ça va être en open source. Après, ça va être en open source, donc les autres pourront utiliser gratuitement ce qui a été développé. Pourront se l'approprier, éventuellement le décliner. Ça ne représente pas un investissement supérieur, un budget qui doit s'ajouter aujourd'hui dans les laboratoires de recherche? Si on devait déployer la solution, il faut le scanner laser qui permet de prendre les images des pièces. Donc ça qui est un capteur qui coûte un petit peu plus cher quand même qu'une caméra. Donc c'est la partie imagerie 3D? La partie imagerie 3D. Après, la partie logicielle elle-même est assez peu coûteuse, puisqu'une fois que les méthodes ont été mises au point, elles sont transposables assez facilement et à coût tout à fait limité. Il faut trouver le data scientist qui va peut-être adapter cet algorithme à la problématique spécifique du chercheur. Oui, c'est ça. Ça peut faire entrer de nouveaux métiers, c'est ça. Valorisations. Oui, c'est des métiers spécialisés, effectivement, de data scientist, comme vous dites, qui permettent de faire ce genre de travail. Oui. Sofiane Orache, vous voulez faire quoi alors après votre thèse? Alors, après ma thèse, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt... parce que là, pour l'instant, ce que j'ai fait, ça reste à l'étape de recherche. Oui. Et ce que j'aimerais faire, c'est rendre ça le plus simple et intuitif possible pour les archéologues. Donc j'aimerais continuer dans cette voie pour l'instant pour, en gros, sortir ça sous forme
On ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, sous forme de logiciel ou par exemple un site web. Pour l'archéologue, il donne automatiquement par exemple ses objets, son trésor, et automatiquement ça va faire le travail de classer les motifs. On pense que votre professeur doit être très fier de vous. Vous avez l'air très impliqué. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Sofiane Orage, donc doctorant en informatique à Mines Paris, Université PSL, et François Goulette, professeur-chercheur à Mines Paris aussi, Université PSL. Merci à vous. Juste Merci à après vous. la pause, petite pause dans Smart Tech. Après, on se retrouve pour les conseils de la coach Startup et puis notre Zoom quotidien sur une innovation.